L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour à tous, avec Anne-Laure Jumet, nous avons le plaisir de recevoir ce matin sur Radio Classique et Public Sénat Razzy Hammadi. Vous êtes député socialiste de Seine-Saint-Denis, beaucoup d'actualités en ce lundi 5 novembre. Alors ce matin, Louis Gallois remet, j'ai envie de dire, son fameux rapport sur la compétitivité des entreprises. Est-ce que c'est quelque chose que vous attendez avec impatience ? Avec impatience, non, puisque ce que j'attendais avec impatience, peut-être, c'était justement ce débat autour de la compétitivité. Après 10 ans où ce débat a été, malgré une trentaine de rapports depuis 2000, un petit peu mis sous le tapis, il y avait la nécessité d'aborder ce sujet à travers la compétitivité coût, la compétitivité hors coût, et que ce soit un vrai débat public, et qu'on puisse se saisir des enjeux et des aboutissants, parce qu'après 750 000 emplois détruit ces dernières années dans le domaine industriel, avec un recul de la part industrielle exportée de la France, avec la relégation de 3 rangs derrière dans les pays industrialisés de ce monde et d'Europe, eh bien la question nous est posée très sérieusement. Alors, les entreprises disent qu'il y a urgence. C'est également votre sentiment ? Oui, je pense qu'il y a urgence. Je pense qu'il y a urgence, mais j'entends aussi les chefs d'entreprise, les chefs d'industrie. D'ailleurs, la compétitivité n'est pas simplement qu'industrielle. Elle est aussi dans le domaine de l'immatériel, dans le domaine du tourisme. Ce n'est pas un rapport seulement sur la compétitivité industrielle. Donc quand on dit par exemple choc de compétitivité, alors je sais bien que François Hollande dit aujourd'hui pacte, au fond, vous dites il faut le faire, et il faut le faire d'une façon très très forte. Je pense que cette discussion et que ce débat est tellement important pour l'avenir de notre pays, l'avenir de nos emplois, l'avenir du modèle social, y compris français, qu'il ne peut pas se limiter à un jeu d'estrade autour d'un jeu de mots, autour de choc ou trajectoire. Bien évidemment, le choc n'est pas ce qu'il y a de mieux pour mobiliser collectivement, puisque choc, on ne sait pas trop d'où il vient, on ne sait pas dans quel état on ressort d'un choc. Donc il faut une stratégie, un cap, une trajectoire. Et le terme va bien. La parole à Laure Jumet, est-ce qu'il faut donner quand même un chiffre, un cap ? Les entreprises réclament par exemple autour de 50 milliards. On entend dire que dans le rapport Louis Gallois, ce serait 30 milliards, peut-être étalé. Votre sentiment à vous, pourriez citer un chiffre ce matin ? Moi, je ne pourrais en aucun cas citer un chiffre pour une raison particulière. C'est qu'il y a, comme je le disais précédemment, les dimensions hors coût pour la compétitivité. C'est-à-dire les services publics, l'environnement, l'éducation, le fait de trouver des ingénieurs, bref, tout ce qui n'est pas de l'ordre du coût. Et puis, il y a le coût. Et le coût, c'est, comme vous le savez, des questions de fiscalité liées aux impôts et une fiscalité liée sur les contributions. Donc, cotisations sociales et patronales. Nous avons le Haut Conseil de la protection sociale qui se réunit dans les jours qui viennent et nous aurons, je pense, c'est mon pressentiment, des propositions concrètes sur la question du coût en janvier. Pour autant, je pense qu'on ne doit évacuer aucun débat, à la fois résumer la compétitivité à la seule question du coût est une erreur. Je vous indique que le choc de 30 à 40 milliards représente une variation des prix de 4%. Grand maximum. Vous dites comme Martine Aubry et Benoît Hamon, choc de pouvoir d'achat. Mais non, pas seulement. Je pense si que la question... ces allègements de charges. Je pense que la question du coût est aussi posée selon les secteurs, selon les domaines. Maintenant, il faut comparer ces variations de coûts aux chiffres que je viens de vous donner, mais y compris au contexte, c'est-à-dire par exemple la dimension monétaire. Est-ce que vous savez que le même Louis Gallois déclarait il y a quelques années qu'une variation de la parité dollar-euro de 0,1 point renchérissait ses coûts, ou renchérissait en tout cas sa charge de 1 milliard pour l'entreprise Airbus. Donc il y a une dimension monétaire qui est essentielle aussi, et puis très important, la dimension fiscale. Je pense que nous pensons aujourd'hui notre fiscalité en 2 dimensions, capital, travail. Il y a aussi une dimension écologique. Je pense qu'on peut avoir un transfert de cotisation à travers une fiscalité écologique, et puis notamment dans le domaine aussi de ce qui est les prestations dites universelles, où je pense que là aussi il faut des efforts, mais donc, je le redis... fiscalité écologique plutôt que hausse de la CSG ou de la TVA. La hausse de la CSG aussi, pas de tabou, ça dépend de quelle CSG on parle. Si on parle de la CSG qui intègre une fusion de l'impôt sur le revenu et qui intègre une progressivité accrue, avec une assiette plus large, mais pourquoi pas ? Il y a un problème de coût du travail en France. Le secrétaire général de la Force ouvrière, Jean-Claude Mailly, dit ce matin dans le Parisien qu'il n'y a pas de problème de coût du travail. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Déjà, j'ai bien aimé le débat lancé par ma collègue Karine Berger sur le sens des mots. Socialiste député également. Oui, des Hautes-Alpes.
et pas le coût, il y a le prix du travail. Et en France, on paye ce travail en fonction d'un contexte, en fonction d'une qualification, en fonction d'une formation. Il y a dans certains secteurs un problème de coût du travail, de prix du travail, pour reprendre le débat sémantique. Donc il faut cibler pour vous. Mais il faut cibler. J'ai vu les propositions qui étaient faites par Arnaud Montebourg sur le 1,6 et 2,5 fois le SMIC, notamment avec la condition d'investissement de l'entreprise, notamment dans la recherche et développement. Mais ce n'est pas le seul sujet. Vous savez, dans ma circonscription, il y a une société, Ubisoft, on n'est pas sur des salaires de 1,6, 2,5 fois le SMIC, on est au-delà sur vraiment des ingénieurs de haut niveau, où il y a un manque dans le domaine des informaticiens. Là aussi, il faut qu'on soit en capacité de faire du sur-mesure pour faire en sorte que les meilleurs, et là pour le coup je le vis au quotidien, ne s'en aillent pas alors que nous avons parmi les entreprises les plus compétitives au monde au sein de notre territoire. Est-ce que la question de la durée du travail mérite qu'on y regarde de très près en fonction éventuellement du rapport Gallois, si lui-même l'aborde ce matin? Très sincèrement, lorsqu'on regarde aujourd'hui... Quand je dis ça, c'est l'activité, c'est-à-dire hebdomadaire, et également l'activité tout au long de la vie, par rapport à nos voisins. Lorsqu'on regarde comparativement à ce qui se passe en Allemagne, deux choses. Si on intègre les temps partiels, si on intègre le partiel subi, si on intègre ce qu'ils ont d'ailleurs, vous savez, ces mini-contrats de 400 € là, pour 15 € exonérés de cotisation, pour 15 heures par semaine, excusez-moi, exonérés de cotisation, on arrive à des durées hebdomadaires semblables. D'ailleurs, nombre de pays annuellement travaillent moins que la France. Je vous donne l'exemple des États-Unis, où 500 000 emplois industriels ont été créés depuis 2010, mais vous voyez bien que ça n'est pas la seule raison, puisque là-bas, pour le coup, c'est une problématique liée à la question de l'énergie. Ce qui est important avec ce débat sur la compétitivité, c'est qu'on comprenne très bien, et d'ailleurs il n'est pas dans l'intérêt des chefs d'entreprise de ce pays de réduire le débat qu'à une seule chose, c'est-à-dire la question du prix du travail. On sait que le prix du travail est un enjeu dans certains secteurs, sur certains salaires. Il n'y a pas de tabou là-dessus, il faut qu'on en discute. On a une problématique de structure fiscale, on a une problématique de stabilité du cadre fiscal. On ne peut pas faire des affaires, on ne peut pas investir, on ne peut pas se projeter si on change de cadre fiscal tous les 2-3 ans. C'est une problématique d'énergie aussi. Je vous rappelle que la France, sous le gouvernement précédent, a voté une loi, nouvelle organisation du marché de l'électricité, qui renchérissait le prix du kilowatt pour faire plaisir aux fournisseurs d'électricité alternatifs pour que le marché puisse être en situation de concurrence, là où l'Europe ne demandait pas tant d'ailleurs en termes de directives. Bref, peut-être pour conclure sur ce sujet, est-ce que vous considérez que François Hollande a bien géré ce dossier compétitivité depuis le début? Il y a eu pas mal d'atermoiements, parler de choc, puis de pacte, des ministres qui élèvent chacun le ton et font entendre leur musique. Est-ce que vous trouvez que ça a été bien géré? Écoutez, je vous rappelle que pendant 10 ans, quasiment, nous n'avons pas parlé de ce sujet autrement que par le petit bout de la lorgnette, sur notamment la question du coup, pas coup, les 35 heures, pas les 35 heures, et la politique politicienne. Je pense que nous avons là un débat qui est posé sainement. Compétitivité coût, compétitivité hors coût. Nous avons une concertation qui est établie. Nous avons, je pense, aussi une stratégie peut-être en deux temps qui est en train de s'affirmer, c'est-à-dire à la fois les mesures hors coût et les mesures coût, notamment vous parlez donc ça donnerait quoi, le calendrier, plusieurs milliards. Eh bien, je pense que c'est celui qui a été annoncé, c'est-à-dire les mesures concrètes dans les 24 heures qui viennent, à travers le séminaire gouvernemental. Et puis, je pense, en janvier, en effet, l'annonce d'un certain nombre de mesures, notamment dans le domaine du financement de la protection sociale et des prestations universelles. En tout cas, c'est ce que je ressens. Ensuite, il est bien normal que certains ministres expriment un certain nombre de positions, notamment celui qui est chargé du redressement productif dans ce pays. Je pense que ces propositions vont dans le bon sens. Je vous le rappelle, et je le redis, pour moi, ce qui est de plus important, c'est de pouvoir repenser notre structure fiscale, de donner de la stabilité et un cadre de pérennisation, ne pas réduire le débat à la question des coûts, même s'il est important. Et nous le savons tous, il y a aussi des problématiques énergétiques, monétaires, de concurrence, notamment avec cette taxe carbone à l'entrée des frontières, qui a évidemment toutes mes faveurs. Razia m'a dit, on va changer de sujet. Le mariage de personnes du même sexe, l'Église a pris position très nettement ce week-end contre le mariage de deux personnes du même sexe. Est-ce que vous ne trouvez pas, au fond, que là, du coup, on ne se précipite pas un petit peu plus, puisque ce projet de loi arrive bientôt au Conseil des ministres? Est-ce qu'il ne faut pas, là aussi, peut-être laisser
le débat durer un petit peu plus longtemps? Est-ce qu'on n'est pas au début finalement de cette réflexion? Écoutez, c'est bien le droit de l'Église, comme de l'ensemble des autres chapelles, que de s'exprimer sur ce débat et de contribuer en fonction de ce que peuvent être ses convictions. Ce débat, on l'a en France depuis des années. Il y a eu une première étape d'ailleurs de franchie avec le Pacs. J'étais moi-même opposé à cette idée, pour des raisons, y compris de convictions personnelles. Religieuses? Non, je n'ai pas à aborder cela, en tout cas comme une construction de mon point de vue, notamment dans un espace public, en tout cas qui a vocation à l'être, qui est l'onde hertzienne. Pour autant, il y a un argument qui m'a convaincu, c'est l'argument de l'égalité. C'est-à-dire, quelles que soient nos orientations, quelles que soient nos sensibilités, quels que soient nos choix de vie, nous sommes égaux devant la loi. Et le contrat de mariage est fixé par la loi. Et tout ce qui ne rend pas les hommes et les femmes égaux devant ce contrat ne nous rend pas égaux devant la loi. Et donc c'est cet argument-là qui m'a convaincu il y a plusieurs années maintenant. Cela étant dit, je vous rappelle aussi que ce sujet a été tranché notamment par l'élection de François Hollande. Oui, Il ne s'en est pas caché. C'était l'une des propositions écrites noir sur blanc dans son programme. Honnêtement, sur une question on va dire, de société comme celle-là, est-ce que le plus simple serait-il pas, au fond, de demander tout simplement l'avis des Français par voie de référendum, finalement? Non, c'est ce qu'a souhaité hier Marine Le Pen. Non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je pense qu'il y a des parlementaires. Ces parlementaires doivent prendre leurs responsabilités. Le débat doit se faire au Parlement. Je pense qu'il faut avoir un bon équilibre entre ce qu'est la démocratie représentative et ce qu'on peut appeler la démocratie référendaire. Nous avons un suffrage direct avec l'élection du président de la République. C'était il y a 6 mois. Votre éditorialiste le rappelait précédemment. Il y a 6 mois, devant 65 millions de Français, il a dit qu'il défendrait cette mesure de la même manière qu'il a dit qu'il défendrait aussi le droit de vote des étrangers, qu'il défendrait aussi le redressement du pays, qu'il intégrerait et instaurerait une justice fiscale, celle que nous mettons en place au Parlement. Bref, c'est un tout, c'est un projet, est-ce que cette question-là était du domaine de l'urgence, honnêtement? Mais le problème n'est pas de savoir s'il y a des choses plus prioritaires que d'autres. Il y a 60 engagements de François Hollande. Dans les 5 ans, ces 60 engagements sont prioritaires. Si on commence à hiérarchiser les priorités, il y aura toujours une mesure, une proposition qui devra arriver après les autres et qui sera celle qui ne sera pas mise en place sous prétexte qu'on l'aura toujours repoussée au calendrier grec. Bref. Il y a des mesures à mettre en place, nous les mettons en place avec un calendrier que nous souhaitons être le plus efficace possible. Et pour résumer ma pensée, d'ailleurs, la droite se mobilise, quelquefois elle se radicalise d'ailleurs. À nous, non pas de radicaliser la gauche, mais de la mobiliser au-delà du Parti socialiste, au-delà des partis politiques, au travers de l'ensemble du mouvement social. Razia Hammadi, vous faisiez référence justement aux 6 premiers mois de François Hollande, avec de très mauvais sondages, encore ce week-end, pour le couple exécutif, Jean-Marc Ayrault, François Hollande. Pierre Laurent, allié communiste, appelle à de vraies mesures de gauche. Vous êtes critiqué à gauche, à droite. Est-ce que quand même ce bilan n'est pas, on va dire, médiocre tous? Des vraies mesures de gauche, j'ai envie de dire à Pierre Laurent que ses représentants déjà au Parlement, comme au Sénat, auraient pu voter pour les tarifs progressifs de l'énergie, par exemple, qui instaure un tarif social aujourd'hui pour 4 millions de ménages, 8 millions de Français, en élargissant de manière massive l'accès à ce droit-là lorsqu'on connaît la situation de précarité énergétique. Mais j'ai aussi envie de dire que il faut qu'on soit peut-être plus percutant sur ce que nous faisons. Lorsque nous revenons sur les baisses d'impôts des plus riches dès la loi de finances de règlement au mois de juillet et qu'on annule la TVA sociale pour plusieurs milliards d'euros, ce sont des milliards d'euros qui sont redistribués dans notre pays en faveur de la consommation, en faveur des catégories moyennes. Lorsque on met le paquet sur l'éducation nationale avec cet engagement d'avoir 60 000 postes, de recréer aujourd'hui de véritables instituts de formation publique pour les enseignants et que nous avons dès cette rentrée déjà plusieurs milliers de profs qui sont embauchés. Enfin, je vais vous résumer les choses de la manière suivante. C'est pour ça que, en une phrase, c'est pour ça que je dis à Monsieur Pierre Laurent de venir et de mettre les mains dans le cambouis avec nous, parce que lorsqu'on explique que c'est l'austérité, vous connaissez beaucoup vous de pays qui sont soi-disant en situation d'austérité, qui va revaloriser de 25% la prime de rentrée scolaire, qui fait la retraite à 60 ans pour ceux qui ont travaillé tôt et dans des métiers pénibles, qui crée 60 000 emplois dans l'éducation nationale, à Pôle emploi, dans la justice, dans la police. De gauche est fier d'être de gauche, mais nous devons aussi redresser ce pays. Merci beaucoup Razia Hammadi. Très bonne journée sur Radio Classique et Public Sénat. Merci. Merci.